Bonjour, je m'appelle Patrick Beau et je me suis toujours demandé pourquoi on ne parlait pas directement des choses intéressantes au début d'une conversation. Parfois, on voudrait poser des questions existentielles aux gens qui nous entourent, mais comme c'est pas forcément dans les codes, on finit par parler du temps qu'il fait. Dans Continue tu m'intéresses, je vais donner à mes invités l'opportunité de parler de ce qui les intéresse vraiment. Et si tout se passe bien, ça devrait être intéressant. Aujourd'hui, je reçois Élise Costa. Elle est journaliste, écrivaine et chroniqueuse judiciaire. Élise s'est fait connaître en écrivant sur la pop culture. Son premier livre, publié en 2010, s'intitule « Comment je n'ai pas rencontré Britney Spears ». Mais en 2015, suite à une affaire de meurtre, sa carrière bascule. Elle décide de se consacrer aux chroniques judiciaires. Depuis, elle a couvert des dizaines de procès et elle a notamment remporté le prix journalistique Angle Noir en 2024. On avait beaucoup de choses à se raconter et comme d'habitude, ça commence par cette question. C'est quoi qui t'intéresse le plus en ce moment ? Alors, en fait, la difficulté dans ta question, c'est le « en ce moment », parce que je me rends compte qu'en réalité, ça tourne un peu toujours autour de la même chose, ça tourne toujours autour de l'écriture, de la justice et du fonctionnement des autres. J'aime beaucoup savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et j'aime beaucoup savoir, décrypter en fait leur mode de fonctionnement, la façon dont leur cerveau fonctionne. Ça me fascine. De comprendre différentes visions du monde. Donc ça, c'est ce qui t'intéresse d'une manière générale. D'une manière générale, Pas ouais. juste en ce moment, mais tout le temps. En fait, tout le temps. Et après, ça prend des variations différentes, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'en fait, par exemple, en ce moment, j'en sors juste, mais je suis retombée dans une phase Britney Spears avec ce qui lui arrive. Ouais. Et donc, je l'ai vue avec... parce que j'ai grandi aussi, j'ai un peu plus d'expérience et je la vois autrement encore aujourd'hui. Mais ça reste un objet de fascination pour moi. Oui, parce qu'il me semble que ta bio Instagram, c'est « I take Britney Spears seriously ». Exactement, c'est ça. C'est c'est vrai, ça. c'est toujours le cas, ouais. Mais est-ce que ça veut pas dire quelque chose de plus grand que seulement Britney Spears, de dire ça ? Ça veut peut-être dire autre chose aussi, que la pop culture parle de nous et parle de la société aussi. En fait, c'est très facile, justement, je trouve, de lui apposer plein de choses, plein de concepts, parce que déjà, ça fait des années qu'elle n'a pas donné d'interview. On ne sait pas ce qu'elle pense politiquement. On ne sait pas vraiment comment elle vit parce qu'elle est très seule aujourd'hui. Tout ce qu'on voit, ce sont en fait ses vidéos Instagram où elle tourne en boucle. Donc, mais voilà, rien que ça, je trouve que c'est assez fascinant. Donc, mais voilà, dernièrement, elle a publié des vidéos d'elle où, honnêtement, qui font peur, qui sont très inquiétantes. Et ensuite, elle a été arrêtée par la police parce qu'elle conduisait en état d'ébriété. Et elle a fait un peu de garde à vue. Et je ris parce qu'on n'aurait pas forcément imaginé il y a quelques années. Et aujourd'hui, elle a fermé son compte Instagram. Et voilà, donc moi, je suis à fond sur... qu'est-ce qui lui arrive exactement, sachant qu'on a très très peu d'informations. Ouais. Donc toutes les hypothèses et tout est possible en fait. Là, au moment où on enregistre, on a appris la mort de Loana il y a quelques jours. Ouais. Et je me dis qu'il y a peut-être un parallèle à dresser entre un personnage comme Loana et Britney Spears, dans le sens où ces deux femmes, finalement, ont subi un système qui en a fait des objets, des machines, et le public se repaît un petit peu de leur downfall, de tous les drames que ces deux femmes ont vécu. C'est une source de divertissement. Et c'est terrible parce que Britney Spears, il y a une période où elle allait mieux tout à coup, et là on s'aperçoit que ça repart encore, et il y a à la fois forcément une fascination pour ça, et en même temps une peine pour elle, puisque c'est d'abord une femme, et on voit que effectivement elle a peut-être plus toute sa tête là depuis quelques années, et je trouve qu'il y a ce parallèle là, c'est-à-dire qu'on détruit bien sûr nos idoles en tant que société à force de se focaliser dessus peut-être. En fait, je pense surtout que la question, c'est toute la question autour de la maladie mentale, qui est beaucoup plus présente aujourd'hui et dont on va beaucoup plus parler aujourd'hui de façon de plus en plus fluide et de plus en plus décomplexée.
je pense que, voilà, Britney Spears, je pense qu'elle a effectivement une maladie mentale. Je pense que c'est la bipolarité. Je pense que Loana aussi avait ses propres démons. Moi, ça m'interroge plus sur la différence entre ce statut ultra public, ultra mis en lumière, et la solitude ressentie. Ça, c'est la déconnexion entre les deux. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Tu as cette passion pour Britney Spears, mais depuis quelques années, tu es connue pour tes chroniques judiciaires, et en particulier pour un compte qui s'appelle Motel Detective. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvée à te spécialiser sur ce sujet-là ? En fait, comme je te disais au début, moi, je suis passionnée par la question pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et au départ, quand j'ai commencé à être journaliste, ce qui m'intéressait, c'était les faits de société. Mais surtout, c'était d'aller à la rencontre de gens pas ordinaires. Moi, je me souviens que j'avais fait un reportage au fin fond de l'Arizona où j'avais rencontré un libraire nudiste qui faisait ça dans le désert. Ouais. Et qui était super. Il est décédé depuis, mais vraiment très sympa. Et voilà, tout ce qui était un peu à la marge, tout ce qui était un peu hors norme, ça me plaisait. Et puis, un jour, à Toulouse, on a eu un fait divers qui a un peu marqué la ville. En tout cas, cet été-là, c'était l'été 2015, où une jeune étudiante de 23 ans, Eva Bourseau, est retrouvée dans son appartement dans une malle d'acide. On retrouve tout de suite les accusés. Et moi, ce que j'entends dire à ce moment-là, c'est que sa meilleure amie a appelé le commissariat central et elle s'est un peu désespérée finalement parce qu'en fait, elle voulait savoir comment faire parce que les journalistes n'arrêtaient pas de la harceler sur son lieu de travail, au téléphone, etc. pour parler de son amie. Et je trouvais ça terrible qu'une jeune femme de 23 ans qui est en plein deuil, personne ne lui demande comment elle va. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est soutirer une information. Donc voilà, et je m'étais dit, dans plusieurs mois, peut-être même dans 1 an, 2 ans, j'essaierai de la retrouver pour pouvoir en discuter avec elle et qu'elle me raconte quelle a été sa vie, en fait, à ce moment-là. Et puis, finalement, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que très vite, j'ai compris que j'allais suivre ce procès. Donc, j'ai commencé à suivre un procès, puis 2, puis 3. Et j'ai coutume de dire, en fait, que je suis vraiment tombée en amour avec la matière. Parce que, et là, ça va te parler, je pense, c'est un procès d'assises ou même de correctionnel. C'est un peu l'antithèse du small talk. On va tout de suite dans la profondeur des choses. Et c'est vrai que moi, j'aime pas trop le small talk. Enfin, s'il faut le faire, je peux. Voilà, je suis entraînée à ça. Mais c'est pas mon appétence. Je me souviens d'un jeu. Tu te souviens du jeu de Chuck Klosterman? Ça te dit quelque chose? Tu vois ce que c'est? J'ai le jeu de cartes avec les dilemmes de Chuck Klosterman. Exactement. Je l'ai. Mais il est hyper vieux, ce jeu. Il doit avoir au moins 15 ans. Ouais. Et j'avais été fascinée parce que je m'étais dit, il a tout compris. En fait, dans une salle d'audience, c'est un peu ce qui se joue aussi. C'est-à-dire que de suite, on va retracer le parcours de vie d'une personne. Je veux dire, c'est un métier. Il y a des enquêteurs et des enquêtrices de personnalité. Bon, bien sûr, il y a des experts psychologues et psychiatres, mais... Et en fait, il y a même pas de place vraiment pour justement s'embarrasser des questions pas importantes. Et forcément, plus on fait de procès, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, plus on suit comme ça des affaires criminelles, plus on prend conscience du reste des questions en fait auxquelles on n'a pas de réponse. D'ailleurs, quand on me pose la question, combien de temps tu penses que tu feras ce métier? En fait, tant que j'aurai des questions sans réponse, je pense que je continuerai à suivre des dossiers parce que ouais, c'est vraiment ce qui m'anime, quoi. Ouais. Et pareil, ce que je dis souvent, c'est qu'en réalité, le crime n'est jamais qu'un prétexte. Si on faisait ce métier pour les détails glauques et sordides, on s'arrêterait très vite. Parce que c'est... Et mon parcours, il n'est pas singulier parce qu'en réalité, quand j'en parle avec d'autres consoeurs ou des confrères, on se rend compte que généralement... une fois qu'on a commencé ce qu'on appelle la police-justice, on ne s'arrête pas. C'est un domaine dans lequel on reste pendant des années.
Ok. Parce que à la base, tu étais journaliste culturel plutôt. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et donc, tu t'es vraiment spécialisé là-dedans il y a 10 ans, du coup, à peu près. Ouais, Une petite c'est ça. dizaine d'années, ouais. C'est ça. D'accord. Et tu parlais du fait que parfois, forcément, on est exposé à des choses un peu glauques et macabres. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir payé un petit tribut moral, justement, vis-à-vis de ces détails-là? Parce qu'il y a des choses, une fois qu'on les sait, on peut plus les désapprendre. Ouais, c'est vrai. Ça peut paraître étrange, mais en réalité, ça m'a donné plus d'espoir qu'autre chose en l'être humain. Parce que il peut pas y avoir d'obscurité sans lumière. C'est-à-dire que évidemment, on est face à des actes monstrueux, innommables, tout ce que tu veux, mais en fait, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'aider, qui ont essayé de faire quelque chose, et puis de toute façon, le principe même de la tenue du procès fait que on veut que les choses changent et on veut quelque part qu'il y ait une réparation. Donc, non, et puis ça m'a aidé, tu vois, aujourd'hui, je prends plus rien personnellement. Parce qu'en fait, je me rends compte que même quand quelqu'un est en colère ou triste, etc., c'est par rapport à une autre situation ou c'est par rapport à eux-mêmes. Mais même si c'est dirigé vers moi, j'ai du mal à le prendre personnellement. Enfin, tant que c'est pas une critique, évidemment, sur ce que je fais. Mais ça n'arrive jamais, évidemment. Donc ça m'aide pas mal à relativiser. Voilà. Mais c'est le fait de côtoyer le milieu judiciaire qui t'a donné ce recul? Ouais, c'est le fait, en fait, par exemple, c'est tout bête, mais à force de parcourir les tribunaux, je me dis, mais si tout le monde avait fait une bonne petite thérapie, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est vrai, donc non, je te dis, ça me donne plus foi en l'humanité qu'autre chose. D'accord. Après, évidemment, ça dépend comment on voit le truc. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire, on capte beaucoup plus l'inhumanité dont on est tous capables. Ouais. Et c'est ça aussi le problème, c'est que les gens... tu sais, il y a une phrase que tu connais forcément qui dit on juge les autres par leurs actions, mais on se juge nous-mêmes par nos intentions. Et on a parfois un peu de mal à voir que nous aussi, on peut être capable de commettre des mauvaises choses, sans aller jusqu'au crime. Hein. Mais parfois, on peut se comporter comme un connard ou une connasse. Ça fait pas de nous fondamentalement des mauvaises personnes. Et à partir du moment où on peut l'accepter, je trouve que ça va mieux. Donc ça m'a aidé dans tout ça. Ça, c'est vrai que c'est un biais super intéressant et qui est assez universel. Si on fait une bêtise, on a de bonnes raisons pour l'avoir faite, mais si quelqu'un d'autre l'a fait, c'est forcément un abruti, un connard. Et c'est drôle qu'on ait pas ce recul-là. Mais tu sais, tu le vois chez les enfants. Les enfants, leur premier réflexe, c'est de dire « mais j'ai pas fait exprès ». Parce que c'est une intention. Je n'ai pas voulu homicide volontaire ou involontaire, mais tu l'as quand même fait. Voilà. Mais non, mais l'intention, évidemment qu'elle est très importante. Je rigole en parlant d'homicide volontaire et involontaire, mais typiquement, c'est pas puni de la même façon dans le code pénal. Bon, c'est sûr, il vaut mieux le faire de façon involontaire, mais voilà, le premier réflexe, c'est de dire, d'essayer d'ouvrir son intérieur et de dire oui, mais c'est pas ce que je voulais en fait. Voilà, j'étais de bonne foi. Ouais. En étant à l'intérieur du système, tu peux constater le décalage qu'il y a, je pense, entre la réalité de certains procès, de certaines affaires, et le traitement médiatique qui en est fait. Ouais, tout le temps. Est-ce qu'il y a vraiment un grand écart entre ces deux pôles-là? Tu sais, c'est drôle parce que avant le procès de Jonathan Daval, qui était un procès ultra médiatique, j'ai eu pas mal de proches qui m'ont dit, franchement, bon courage et tout, ça va être difficile. Et ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment pas le pire. J'avais envie de leur dire, j'ai suivi des affaires où les gens en ont découpé d'autres, qui après ils les ont mis dans des valises et des choses bien plus graves et sordides. Et je sais pas si ça répond à ta question, mais moi en tout cas, mon curseur, je vois bien qu'il est un peu flingué. Il est pas toujours au bon endroit. Parfois, je suis tellement emballée par un dossier, j'ai tellement envie de
de raconter en fait toutes les questions que ça soulève, etc., que je me lance dans des détails et puis je vois le regard horrifié des gens en face et je me dis ah oui, excuse-moi, en fait j'ai pas fait de trigger warning, hein, typiquement, même si à force ils me connaissent. Mais ouais, cette question en fait de la réception et de la perception qu'ont les gens, je trouve, enfin, de certains dossiers, je trouve ça hyper intéressant. Mais tu vois, par exemple, c'est pour ça que je suis contre le fait de filmer les audiences. Parce qu'à un moment donné, on a parlé de faire ça à l'américaine, d'en faire des émissions de télé. Alors, quand c'est filmé comme le procès V13 pour l'histoire, ça, j'entends très bien. Mais si c'est pour le diffuser sur une chaîne télé, je suis contre parce qu'en fait, pour se rendre compte de toutes les nuances, il faut assister à l'audience du matin jusqu'au soir, jour après jour. Et là, commence à se dessiner quelque chose. Il faut prendre le temps, en fait. Et le temps, c'est compliqué de l'avoir. C'est pas pour rien que dans les tribunaux, nous, on voit souvent des personnes plutôt à la retraite ou des étudiants en droit. Enfin, parce qu'en fait, voilà, c'est chronophage comme activité. Et si ça commence à être diffusé à la télévision, je vois très bien ce que ça va devenir. C'est-à-dire qu'à force, on va juste prendre des extraits de 30 secondes où tout le monde va s'indigner. Alors qu'en réalité, on verra plus du tout le contexte. Parce que de la même façon, personne ne va rester devant sa télé à suivre une audience du matin au soir, quoi. Donc, avec le temps, j'ai l'impression que tu t'es un peu détaché de ce qui peut choquer le commun des mortels pour te concentrer sur d'autres éléments. Je veux dire, par exemple, si on prend un médecin ou un chirurgien, par exemple, s'il ouvre une personne, peut-être qu'il va avoir une attention particulière pour la beauté d'un foie, etc. Alors que, bon, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tout ça sera juste dégoûté par ce qu'il voit. Est-ce que toi, tu as cette espèce de recul professionnel, du coup, de ne plus être choqué par ce qui choque la plupart des gens et de te concentrer sur d'autres aspects de l'affaire ? Ouais, tout à fait. C'est marrant que tu dis ça, parce que ça me rappelle ce qui est arrivé un jour à mon conjoint où il s'est fait opérer. Et quand le médecin est venu le voir après coup, le lendemain, il lui a dit « Vous avez vraiment de très beaux organes. » Je pense que de sa part, c'était vraiment un compliment. Bien sûr. Mais, la beauté intérieure. La beauté intérieure, exactement, littérale. Ouais, moi, il y a plus grand-chose qui me dégoûte de l'être humain. Je pense que je peux vraiment entendre beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être choquée ou troublée ou que ça ne va pas m'interroger pendant des heures. C'est simplement que j'ai une tolérance beaucoup plus grande. Okay. Et de la même façon, je ne me dis pas rien n'est grave. Enfin, tu vois, j'ai pas, voilà, c'est pas... tout ce qui se trouve en dessous d'un acte criminel n'est pas grave, pas du tout, quoi. Quand je parlais de relativiser, c'est pas ça. Ouais. Mais... ouais, effectivement, j'ai pas la même tolérance. Et en plus, ma personnalité fait que j'aime beaucoup les détails. J'aime beaucoup, et notamment les détails du quotidien. Donc, c'est vrai que je vais faire attention à la façon dont les personnes racontent certaines anecdotes, par exemple. Ça va... Parce que je trouve que... tu vois, quand on parle du deuil, quand on parle de l'amour, de l'amitié, tout ça, ce sont des termes qui sont rattachés à quelque chose, mais en fait, c'est flou, c'est pas concret. Mais quand quelqu'un commence à raconter un détail de pourquoi le deuil a été compliqué pour lui, moi, je me souviens d'une affaire que j'avais suivie où le médecin psychiatre avait parlé c'était un accusé qui était atteint du deuil pathologique. C'est-à-dire que, normalement, quand on perd une personne, ça va mieux au 3e mois qu'au 1er, au 6e qu'au 3e, etc. On arrive à avancer. Mais cet individu-là, lui, au contraire, plus ça allait, plus mal il était. Donc voilà, c'est le deuil pathologique. Et pour le raconter, sa femme disait, voilà, on passait nos journées au cimetière. Donc, il avait perdu son fils, qui s'était suicidé. On passait nos journées au cimetière. Et puis, à un moment donné, les petits-enfants venaient nous voir, même au cimetière, etc. Et à un moment donné, on a acheté un parasol. Et ce détail du parasol, tu vois, je t'en parle encore aujourd'hui parce que ce détail du parasol veut dire tellement de choses sur la situation que, voilà,
Tu vois, c'est ce genre de choses très concrètes, moi, c'est là où je vais vraiment ouvrir mes oreilles et que je vais faire attention, les noter. D'accord. Ouais, je te pose cette question de l'impact sur la santé mentale parce que je sais que personnellement, plus ça va, et surtout en ayant des enfants en plus, moins j'arrive à supporter justement des infos qui nous révèlent la profondeur de l'horreur humaine. Et par exemple, quand l'affaire Pellico a explosé, j'avais même pas imaginé qu'on puisse faire ce truc-là. Le truc de soumission chimique, de faire venir... Enfin, c'était tellement inconcevable que ça, en fait, ça a ouvert comme une nouvelle trappe d'horreur, tu sais, dans ma représentation du monde. J'avais même pas imaginé ça. Et une fois que c'est là, une fois que c'est ouvert, bah, ça se referme plus. Tu sais que c'est possible. Ouais, et puis que des gens peuvent faire ça. Ouais. Et donc, voilà, personnellement, c'est un truc qui m'affecte beaucoup et je préférais ne pas le savoir, en fait, l'oublier. C'est pour ça que je te pose la question. Mais donc, toi, tu t'es fait une espèce d'armure avec le temps, finalement, une espèce de carapace. Bah, disons que je sais que l'homme est capable de commettre des actes absolument terrifiants. Mais en fait, comment on peut aller au-delà, tu vois ? Et moi, j'aime bien comprendre, et c'est ce que fait la justice d'ailleurs, hein, elle ne cherche pas à excuser, elle cherche vraiment à comprendre. Qu'est-ce qui a mené une personne à commettre ce genre d'acte ? C'est vertigineux, en fait. C'est de se dire... Alors, la personnalité peut jouer, le caractère d'une personne, parce qu'on se rend compte, par exemple, que pour certains, le divorce des parents, ça a été un moment qui les a complètement ravagés, alors que pour d'autres, ça a été un mardi comme un autre, tu vois. Donc ça dépend beaucoup, mais en général, cette bascule vers le mal, hein, si on veut l'appeler comme ça, elle se fait pas du jour au lendemain. En général, hein, parce que c'est compliqué de mettre tout le monde dans le même panier, mais la plupart du temps, c'est que il y a eu plusieurs événements, plusieurs petites cassures, fêlures, qui n'ont jamais été réparées. Et puis, à un moment donné, il y a un effondrement. Alors, j'allais te poser cette question parce que quand on s'intéresse à ce genre d'affaires, à ce genre de cas, on s'aperçoit qu'il y a des patterns. Et ça peut être, entre guillemets, un peu rassurant de se dire que on y a échappé. N'importe qui, tu vois, ne peut pas basculer du jour au lendemain dans l'horreur. Généralement, il y a des étapes quand même. On retrouve souvent des enfants qui ont été maltraités, qui ont été abusés, et on a l'impression qu'il y a quand même une connexion très très nette avec ce genre de choses. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as constaté, ou est-ce que tu crois que le mal à l'état pur peut exister chez une personne indépendamment de conditionnement, de certains déterminismes ou ce genre de choses? Bah, ma réponse va pas trop te rassurer. En fait, je pense qu'on ne sait pas, on se connaît pas si bien soi-même. Et qu'on ne sait jamais... Ok, je vais te donner un cas concret. Par exemple, tu me parlais de ce que ça me faisait à moi en tant que personne de suivre toutes ces affaires. Il y a ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, qui touche les personnes qui sont au contact comme ça de drames. Donc ça peut toucher les policiers, ça peut toucher les pompiers, le personnel médical. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on ait une certaine dose d'empathie, qu'on s'ouvre un peu. Et cette réception fait que ça ne nous laisse pas indemnes. Et donc, ça touche aussi les journalistes, et notamment les journalistes de la presse judiciaire. Et typiquement, sur le procès Mazan, un jour, il y a le journaliste de l'AFP qui nous dit, moi, avec la médecine du travail, on est en contact avec un psychologue. Ils avaient même une petite carte avec un numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence. Et c'est un journaliste qui est plus âgé que moi et il me dit mais moi j'ai déjà suivi le procès Outreau, je pense que je peux encaisser. C'est ce qu'il disait en tout cas à la psychologue qu'il a rencontrée avant de partir. Et elle lui a dit méfiez-vous parce que vous ne savez pas à quel endroit ça va vous attraper. Et c'est vrai. C'est vrai parce que je repense là tout de suite à une affaire, je repense à une jeune femme qui avait eu dans son parcours de vie, je veux dire, elle avait eu des parents aimants, elle avait eu quelques problèmes de santé, mais pas plus que quelqu'un d'autre. Et en fait, un jour, elle a
elle a pété un plomb et elle a poignardé le garçon qui l'avait violée quelques temps auparavant. Alors qu'elle avait pris dans sa voiture parce qu'il faisait du stop, etc. Et rien dans son parcours de vie n'expliquait vraiment. Et je pense que justement, ce côté où elle faisait pas de vagues, c'était la jeune fille qui était sympa avec ses parents, etc. Et bien en fait, elle a plus supporté et ça a fait sauter quelque chose chez elle, une colère. Et voilà, et donc elle lui a donné des coups de poignard. Donc, après, là, je t'avoue que c'est quand même quelque chose que je peux comprendre pour le coup. oui, tu vois ? Oui, si elle a été violée par ce gars, je peux comprendre qu'elle l'ait poignardé ensuite. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu imagines quand tu imagines, quand tu as comme ça une image d'un criminel, tu penses à quoi ? Tout de suite à un tueur en série, par exemple ? Quand je te parlais de cette distinction entre le mal à l'état pur et une personne victime, entre guillemets, d'un système de traumatisme, d'abus d'enfance, etc. Quand je faisais cette distinction-là, je pensais effectivement à des gens qui, comme certains tueurs en série, effectivement, n'agissent que par pure volonté de faire souffrir et de jouir de la souffrance et de la détresse des autres. Ouais, mais alors là, tu parles d'un profil très particulier, tu parles d'un profil psychopathique, voire sadique, tu vois, il y a... Et ces profils-là, ils sont quand même assez rares. Et c'est ça qu'on n'imagine pas, c'est que... dans les palais de justice, on trouve des gens... C'est pareil, on peut imaginer, par exemple, que ce sont des gens d'une certaine catégorie socio-professionnelle. Pas du tout. Hein. Enfin, on trouve vraiment de tout, j'ai envie de dire. Mais par exemple, il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Et ça a été ma petite obsession à un moment donné. C'est qu'un traumatisme crânien peut changer une personnalité. Tu le savais ? Oui, j'ai en tête l'exemple d'un gars qui est aux États-Unis monté en haut d'une tour avec un fusil qui a commencé à tirer sur les gens parce qu'il avait une tumeur au cerveau. Ah ouais, exactement. Et en fait, il n'a pas compris pourquoi il avait fait ça. Et c'est pour ça que les personnes qui vont aux urgences psychiatriques, l'une des premières choses qu'on leur fait faire, c'est un scanner cérébral. On essaye de voir en fait s'il n'y a pas un problème physique. Et ça, il y en a déjà eu des cas où effectivement les personnes changent complètement de personnalité suite à un traumatisme crânien. Et bon, malheureusement, c'est souvent, elles deviennent plus agressives, mais elles changent de personnalité. Il y a un cas d'un homme, alors je ne sais plus son nom, mais on peut le retrouver, qui en fait, un jour, c'est un mec qui aime bien aller dans les bars. Il est jeune, il a 18 ans, et il se bagarrait. Et puis un jour, il se bagarre, il fait une mauvaise chute, traumatisme crânien, il va à l'hôpital. Et quand il se réveille, il commence à voir le monde d'une façon avec les fractales. Ça te parle, ça ? Ok. Bien sûr, en fait, j'ai fait une vidéo sur ce garçon pour ne rien le cacher. Ah, voilà, comment il s'appelle ? Attends, je vais te dire ça. Ouais, parce que j'étais fasciné par ce phénomène des traumas crâniens qui déclenchent un super pouvoir, entre guillemets. C'est Jason Padgett. Voilà, j'avais fait un reel sur lui. Et qui est devenu mathématicien reconnu aujourd'hui. Et artiste aussi, je crois, qui dessine des fractales, il dessine ce qu'il voit. Ouais, parce qu'il avait commencé même comme ça, et je crois que c'est un gars dans un café qui dit « Mais ce que vous faites, vous aimez bien les maths ?» Et que lui, il comprend pas, parce qu'en plus, il dit « J'étais un lycéen qui en avait rien à faire de tout ça. » Donc, mais voilà, pour un cas comme ça. Ça, pour le coup, c'est vraiment rarissime, mais il y a quelques cas documentés. Donc, Jason Padgett, je pense que c'est un des plus connus. Donc, ce gars qui est devenu tout à coup un génie des maths après avoir pris un coup sur la tête. Et il y a aussi l'exemple d'un type qui, tout à coup, est devenu un génie de la musique. Pareil, après un choc. Voilà. Non, attends, tu vas me parler des fulgurés. C'est quoi, les fulgurés ? Les fulgurés... Ah, qui prennent la foudre, tu veux dire. Exactement. C'est très possible que le type dont je parle ait pris la foudre et soit devenu un génie du piano ensuite. Il était chirurgien orthopédique. Je crois que c'est ça. Et en fait, il prend la foudre mais c'est pas vraiment un super pouvoir qu'il développe. C'est-à-dire qu'il développe une passion pour la musique classique et du coup, il s'entraîne toute la journée à jouer au piano. Il achète plein de disques, etc. Et après, il a arrêté parce qu'il dormait plus sinon, entre son métier et sa nouvelle passion. Mais ouais, les fulgurés, là aussi... Alors, du coup, j'ai eu une obsession pendant quelques mois sur la question parce que tu avais dû entendre parler de cette affaire en France, les fulgurés d'Azareilles.
Je crois Non. que c'est ça le nom de la ville. Je connais pas l'histoire, non. Tu connais pas l'histoire ? Non. Je suis trop contente de t'apprendre une Ah, histoire. moi, ça me fait plaisir d'en apprendre une nouvelle. Alors, en fait, par où commencer ? Je suis trop excitée. En fait, un jour, il y a une rencontre comme ça. Alors, je crois que c'est une rencontre de poésie, mais je ne suis plus sûre. Dans un petit village, et il y a plusieurs personnes qui se retrouvent sous un chapiteau et ils se font surprendre par l'orage. Mais vraiment, tous disent, on l'a pas vu arriver. Et donc, ils sont tous, donc pas foudroyés, mais fulgurés. Parce que foudroyer, c'est quand on en décède. Et contrairement à la croyance populaire, on a plus de chances de survivre que d'en mourir quand on est touché par la foudre. Et donc là, en fait, ils sont 14 qui vont être suivis par des médecins. Pourquoi ? Parce que ils commencent à développer certains symptômes. Il y a notamment une institutrice qui raconte qu'elle ne se sent pas très bien, puis en plus, ça a lieu juste avant la rentrée scolaire, et elle va voir son médecin qui dit « mais tout va bien, tous les examens sont normaux et tout ». Elle dit « ah ouais, mais franchement, je préférais que vous m'arrêtiez un peu ». Donc, il l'arrête, et elle explique ça en disant que déjà, elle commence à faire dans sa tête, pour le plaisir, des multiplications de 3 chiffres par 3 chiffres. Elle se met à avoir des souvenirs très anciens. Comme s'ils étaient stockés, tu vois, dans le cerveau, mais c'est juste qu'elle les avait oubliés. Et elle dit, pendant 2 mois comme ça a été, elle appelle ça, je crois, sa période open bar. C'est-à-dire qu'elle se sent vraiment comme une super-héroïne, quoi. Elle est capable d'énormément de choses. Et malheureusement, après, il y a une descente. Et là, elle se met à avoir des difficultés, il me semble, en tout cas d'écriture. Il faut qu'elle réapprenne à écrire. De langage aussi. Comme s'il y avait une surchauffe du cerveau. Et donc, ces personnes-là, ces fulgurés, ont été suivis pendant longtemps, notamment par un centre, il me semble, à Toulouse, qui est en fait, ça prend plusieurs spécialités de la médecine pour les observer et puis pour avoir un suivi, pour comprendre en fait ce que ça fait. Mais il y avait aussi, parmi eux, par exemple, il y avait aussi quelqu'un qui raconte qu'on pouvait lui donner n'importe quelle date et il savait dire si c'était un lundi, un mardi. Voilà. Mais la plupart du temps, quand on est fulguré, on se retrouve avec de la dépression, notamment. Parce que c'est quand même un traumatisme. On se retrouve avec des fourmillements dans certains membres. Enfin voilà, c'est pas... Le super pouvoir, il est rare et puis en plus, il est assez éphémère, quoi. Pour en revenir à ton parcours de journaliste judiciaire, est-ce qu'il y a une affaire en particulier qui reste avec toi, à laquelle tu penses souvent, qui t'a marqué pour une raison ou pour une autre ? En fait, comment je choisis mes affaires ? À chaque fois, c'est parce que j'ai une question au départ, un truc qui m'interroge. Récemment, j'ai suivi un procès où la mère était accusée d'avoir empoisonné sa fille et d'être atteinte du syndrome de Munchausen par procuration, qui est un syndrome que je connais parce qu'on l'a déjà vu dans Sixième Sens, ou même dans des faits divers américains, mais qu'en fait, je connaissais assez peu. Et donc voilà, donc je voulais en parler, je voulais me renseigner dessus et tout. Donc j'ai l'impression, si tu veux, que chaque procès que j'ai pu suivre m'a apporté quelque chose à un niveau différent. Soit effectivement j'ai eu la réponse à ma question, soit j'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu des débats ou des discussions hyper intéressantes. Par exemple, j'ai un procès que j'ai suivi aussi, où honnêtement l'audience était moins intéressante que ce que j'aurais cru, mais à ce procès-là, il se trouve qu'il y avait un chien judiciaire. Okay. Et donc j'ai pu discuter avec son maître, comment ils avaient mis ce système en place, etc. Donc tu vois, même en fait, en dehors du dossier, il se passe toujours quelque chose. Et il n'y a pas des personnages, entre guillemets, en particulier qui t'ont marqué ? Si, bien sûr. Attends, il faut que je réfléchisse, mais... Vas-y. Je peux te parler du personnage qui m'a le plus marqué là récemment, parce que c'est le premier qui me vient en tête. En fait, en novembre, j'aimerais suivre un procès qui se déroule à Bordeaux, qui est la ville où ma mère habite.
Et je ne peux pas me rendre à ce procès parce que j'ai une sciatique et franchement, du coup, rester des heures assis sur un banc en bois, ça me paraît compliqué. Ouais. Voilà, le procès dure 2 jours, donc je n'y vais pas. Mais je dis à ma mère que je pousse de plus en plus vers les palais de justice pour qu'elle se rende compte et qu'elle assiste à des audiences. Je lui dis, est-ce que tu peux y aller ? Et tu me fais un compte rendu et ça m'intéresse vachement de voir ce que toi, en tant que novice, ce que tu en as perçu. Et l'affaire est celle-ci, c'est l'histoire d'une femme qui est accusée d'avoir tué ses 2 filles jumelles quand elles avaient 7 mois. Et en fait, donc elle est détenue, elle ne comparaît pas libre. Et l'infanticide, évidemment, ça, comme tu t'en doutes, tu vois, c'est un peu le tabou ultime. Donc évidemment, on se demande toujours pourquoi. Et là, on sait qu'elle avait eu une dépression postpartum vraiment noire. Et ma mère suit l'audience qui dure 2 jours de mémoire. Et elle me dit, tu sais, j'ai été assez étonnée parce que l'avocat de la partie civile, donc le père des petites, j'avais l'impression parfois qu'il était comme l'avocat de la défense. Il la défendait beaucoup, etc. Et c'est vrai que c'est assez rare, forcément. Donc je me dis, je vais appeler cet avocat, qui est d'ailleurs toujours Maître Charles Dufranc, et tout de suite, je lui explique tout ce que je viens de te dire, que je n'ai pas assisté à l'audience, mais qu'on m'a rapporté que, etc. Et je lui dis, en fait, j'aimerais juste savoir comment vous avez travaillé. Et il est hyper content que je lui pose la question. Il me dit « Ah, ça me fait vraiment plaisir et tout, parce que je suis contente de pouvoir en parler. » Parce qu'en fait, il me dit « Moi, je suis là depuis le début de l'affaire. Et donc, il y a eu un cheminement avec le père des petites. Et il me dit « Vous savez, dans une affaire comme ça, c'est très facile de basculer dans la haine, voire le complotisme, voire... et en fait, d'en vouloir beaucoup à cette mère qui a tué ses enfants. » Et il dit en fait... Je peux pas décider, je peux pas avoir une action sur la façon dont il va réagir, mais je voulais qu'il ait aucun doute sur la maladie de sa femme. Je voulais vraiment qu'il soit persuadé de ça parce que c'était vraiment ce qui était important dans ce dossier. Et j'ai trouvé ça ça m'a beaucoup touchée en fait, cette façon d'envisager son travail et de voir ce qu'il y avait de plus grand. Et évidemment que ça aurait été peut-être facile de taper sur une mère qui a tué ses enfants, mais en fait, c'est pas lui ce c'est pas ce qu'il a voulu faire. Ce qu'il a voulu faire, c'est accompagner cet homme du mieux qu'il pouvait et quelque part lui apporter une forme d'apaisement. Et voilà, et j'ai trouvé ça incroyable. Honnêtement, ça m'a... Parce que je suis pas très impressionnée, moi, par les avocats. Tu sais, les avocats pénalistes, il y a quand même beaucoup d'ego, généralement. Ce qui veut pas dire qu'ils sont pas bons, hein. Il y en a qui sont excellents. Mais... ouais, je trouvais ça avec empreinte d'une certaine humilité et tout ça. J'ai vraiment bien aimé discuter avec lui. Et tu as fait un livre récemment sur le procès Pélicaud qui s'appelle Écrire Mazan. Écrire Mazan. Et donc, c'est un livre qui est étonnant parce que, en parallèle de ce que tu racontes, il y a une espèce d'analyse de ta manière de traiter l'affaire. Donc, il y a une espèce de méta-livre dans le livre. Tu peux nous expliquer un petit peu ce processus? C'est ce que j'allais te dire. J'adore tout ce qui est méta. J'adore les coulisses. J'adore expliquer les secrets de fabrication. Généralement, quand on voit un résultat, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une cuisine, une peinture, ce qu'on veut. En fait, on voit pas 90% du travail. Et je pense que certaines lectrices ou certains lecteurs, parfois, ont une impression de fluidité dans un article qui leur donne cette sensation que ça a été écrit d'un premier jet. Ça n'est jamais le cas. Voilà, écrire, c'est toujours réécrire. Je pense que tu vois de quoi je parle. Et donc, j'essaie de populariser en fait, cette idée-là qu'en fait, il y a beaucoup de réflexion derrière chaque mot. Il faut toujours trouver le mot juste. Alors parfois, je tombe un peu dans un puits comme ça, à la recherche du mot juste. Et aujourd'hui, quand je relis certaines de mes phrases, je vois très bien comment je les ai faites. C'est-à-dire que j'ai cherché un synonyme d'un synonyme, d'un champ lexical. Et alors qu'en fait, parfois, c'est beaucoup plus simple de revenir à la base et d'utiliser le mot le moins complexe. Mais comme j'aime ça, comme j'aime ce processus...
Voilà, je pense que parfois je me laisse un peu embarquer. Et donc ouais, effectivement, c'était pour montrer mon carnet de notes. Et je sais que l'idée m'est venue parce qu'un jour, on était sur le parvis du tribunal judiciaire d'Avignon. Et donc, on était beaucoup de journalistes et on se retrouve avec Juliette Campion, qui fait des live tweets, et Jean-Philippe Degnaud, qui travaille pour la radio. Et on sait qu'on va voir les vidéos des viols. On n'a pas envie, évidemment, mais on se dit tout de suite comment on va parler de ça. Comment et c'était encore plus difficile pour Juliette parce que Juliette, en faisant des live tweets, si tu veux, tu es dans l'instantané, donc il faut tout de suite trouver les mots. Et comment ne pas être voyeuriste tout en restant factuel. Enfin voilà. Et je me suis dit, en fait, toutes ces interrogations-là, je pense que ça pourrait intéresser des gens même qui veulent écrire. Ou qui veulent se lancer dans le journalisme ou qui veulent suivre des procès, peu importe. Mais je l'ai fait vraiment comme déjà dans un souci de partage, parce que je trouve que c'est hyper important de partager ses connaissances, et aussi comme un cas pratique en fait des Nuits que l'on choisit, qui était mon précédent livre où je racontais mon entrée dans le monde judiciaire. Ok. Parce que oui, forcément, on se demande comment est-ce qu'on décide de traiter une affaire aussi hors norme. Et donc, toi, par rapport à cette affaire, ça a été quoi ton prisme ? Alors, ma question, parce que, comme je te disais, j'ai toujours une question. Moi, ce qui m'interrogeait beaucoup, en tout cas l'angle que je voulais travailler, c'était cette famille. Et notamment la relation entre la mère, Gisèle Pellicot, et sa fille, Caroline Darian. Parce que ça m'intéressait en fait d'étudier cette déflagration et de comment on sort la tête de l'eau ou pas, comment la dynamique familiale change. Enfin voilà, toutes ces questions-là, ça m'intéressait à un niveau plus... un noyau plus familial, voilà, tout en parlant en même temps des questions de société que ça soulevait. Mais moi, c'est pas ma spécialité. En presse judiciaire, on a tous un peu une spécialité et les violences sexuelles n'en font pas partie pour moi. Enfin, en tout cas, j'estime qu'il y a des journalistes qui sont bien plus capés que moi sur le sujet. Et donc moi, j'y vais avec ce prisme-là d'abord. Puis je me rends compte que voilà, il y a aussi d'autres choses à traiter. Mais par exemple, moi, j'ai pas suivi toutes les audiences qui concernaient chacun des accusés, parce que je pouvais pas le faire matériellement, je pouvais pas le faire, et que je travaille pas de cette façon. C'est-à-dire que moi, je fais pas des comptes rendus quotidiens après l'audience. Moi, généralement, je laisse un peu passer du temps, et je travaille par thème. En fait, je fais plusieurs chapitres par thème, et après, ça donne une série. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Ok. Est-ce que tu sais déjà sur quoi va porter ton prochain livre ou pas encore ? Non, tu sais, ça c'est toujours la question à $10,000, quoi. Mais ouais. Non, alors si je peux te dire un truc. Ouais. Je peux te dire que j'ai déjà la forme. C'est-à-dire que je sais déjà que j'ai envie de faire un récit oral entièrement. Sans commentaires, sans... voilà, je t'en dis pas plus, mais c'est ça qui m'attire et j'aimerais bien arriver à le faire. Je trouve que ce qui est intéressant en écriture, c'est qu'on peut toujours apprendre différentes manières. Et D'accord. J'aimerais bien faire ça. Donc là, on parlait de tes livres, mais est-ce que toi, il y a une œuvre dont tu voudrais nous parler parce qu'elle t'a marqué, parce que tu la trouves particulièrement intéressante ? Ouais. J'en ai deux. Je peux te parler d'une série que j'ai trouvée incroyable, qui s'appelle La Messias. Tu l'as vue ? Une série espagnole ? Ouais. Avec une histoire d'alien, un petit peu, c'est ça ? Ouais. Ou je me trompe ? Oui, d'accord. Oui, incroyable. Incroyable. Et même parfois, tu sais, ils changent d'acteur. Ouais. Faut pas qu'on spoil trop parce que ils changent d'acteur et on se dit mais jamais ça va marcher. Et ça marche. Ça marche très bien. C'est dingue. En fait, c'est ma compagne qui regardait cette série et je suis passé devant la télé. Je me suis dit, mec, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je suis resté scotché parce que, oui, l'histoire est dingue, la manière dont c'est fait est dingue, les comédiens, les comédiennes. Et donc, tu sais que j'en parlais avec une productrice ciné
Et je disais, mais cette série, elle est absolument incroyable. Elle m'a dit, tu sais, mais on en parle entre nous et tout dans mon milieu professionnel. Et on se dit tous, on pourrait jamais le faire en France. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez frustrant. C'est que je trouve, à mon tout petit niveau, mais que il y a toujours un cahier des charges à remplir. Et on est toujours un peu soumis à ce que veulent les diffuseurs. Ouais. Et il n'y a plus trop de prise de risque. Mais même en journalisme, hein, honnêtement, je trouve que voilà, ça manque un peu de prise de risque. Ouais. Alors que là, c'est vrai qu'il y a une telle créativité, il y a un mélange des genres hallucinant. Ouais. Et c'est vrai que on a du mal à imaginer en France ce type de série. Alors peut-être que ça se fera, mais effectivement... Oui, puis en plus, il y a plein de références pop. La musique est incroyable. Ouais, c'est... Et la deuxième chose, c'est... j'y pense parce que je suis à fond dedans en ce moment, c'est le jeu vidéo Blueprints. Oh là 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 là. Non, mais alors, sache que c'était... c'était le sujet, je pense, du deuxième épisode du podcast avec Manon Bril, c'était l'année dernière déjà, et où j'étais en plein dedans, et j'étais obsédé par Blueprints à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, t'as tout le temps envie d'en parler. Mais oui, alors attends, tu l'as commencé quand ? Tu veux dire, il y a combien de jours ? Vu que c'est, je sais pas, là, je dois être au 110e jour. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Ouais, oui. mais après, bon, j'ai trouvé la chambre 46 et tout, mais en fait... Juste avant, je pense qu'il faut faire un petit rappel de ce que c'est. Oui, d'accord. Donc, Blueprints, c'est un jeu vidéo dans lequel on hérite d'un manoir, mais pour avoir le droit d'obtenir ce manoir, il faut qu'on trouve la 46e pièce cachée d'un manoir qui en compte 45. Et donc, chaque jour, on va dans ce manoir et on ouvre des portes. Et à chaque fois qu'on ouvre une porte, on a un plan, un blueprints. Donc, il y a un jeu de mots avec le prince bleu et le blueprints, les plans. Et on doit choisir quel type de pièce on fabrique. Donc, une salle de bain, un boudoir, etc. Et chaque pièce nous donne des options différentes. Et donc, on doit trouver cette fameuse chambre 46. Et ce jeu est exceptionnel. Et tu sais, ce que j'aime bien dans ce jeu aussi, c'est qu'on peut y jouer en fait à plusieurs. C'est-à-dire que tout le monde peut être impliqué en disant « Alors attends… » Exactement. Moi, j'y jouais de la première fois. Oui. Ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'on choisit ? Quelle pièce on choisit ? Et donc moi, j'y joue avec ma fille. En fait, ça vient de quoi ? C'est que je joue à Myst. Ah ouais, c'est vrai que ça se rapproche de Myst. En 96-97. Et donc, je dis à mon mec, mais j'aimerais trop qu'on rejoue avec ma fille là, à Myst et tout. Donc, il me dit, OK, si tu veux, il le réinstalle. Et j'avais oublié à quel point... Enfin, dans ma tête, c'était fluide. Tu vois, tu marchais, en fait, sur l'île. Et en fait, pas du tout, c'est fait à base de photos. Donc, tu cliques à chaque fois et tu as une nouvelle photo qui s'affiche. Et donc, tu as des angles très fixes. Il y a eu des remakes récents, hein, cela dit, de Myst, où là, c'est très fluide. Ah, mais tu vois, lui, il m'a téléchargé la version originale. Ah oui, d'accord. Ma fille tombe là-dessus parce qu'elle joue beaucoup aux jeux vidéo. Et elle me dit, mais attends, tu plaisantes. et en plus, elle a cette phrase qui est trop mignonne. C'est-à-dire qu'elle me dit, mais si toi, c'était tes jeux vidéo, mais c'est quoi les jeux vidéo de Maminou, qui est ma mère ? Alors, oublie. Elle n'a pas connu. Même le solitaire sur PC, elle n'y jouait pas. Mais, et c'est à ce moment-là que mon conjoint il m'a dit, mais attends, joue à Blueprints. Et lui, ça a arrêté au générique. C'est-à-dire ? Tu sais, quand tu trouves la fameuse pièce... Ah oui, il est pas allé... Ah d'accord, il est pas allé plus loin que ça. Alors que c'est là que le jeu commence, en fait. Alors que c'est là que le jeu commence. Et donc, du coup, il rejoue... Là, il se met avec nous. Ouais. Parce qu'il dit, ah ouais, cette pièce, fait voir et tout. Et après, ce qui est assez plaisant dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas une façon linéaire de jouer. C'est-à-dire que certaines personnes vont découvrir des trucs que toi, tu découvres jour 80. Et en te disant, mais moi, je l'ai trouvé jour 3. Tu fais, mais comment t'as fait ? Et ça, je trouve ça assez exactement. intéressant. En fait, tu peux finir le jeu, en réalité, dès la première fois. Oui, si tu t'y prends vraiment très, très bien. Ouais. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans Blueprints, au-delà de son concept même, c'est son atmosphère. Ouais. Parce que le fait de se balader totalement seul dans ce manoir, il y a quelque chose d'étrange et d'inquiétant, parfois un peu lynchesque même, je trouve. Ouais, complètement. Parce qu'on est un peu dans du réalisme magique. On sent qu'il y a quelque chose d'étrange qui se déroule dans ce manoir. Et ça, on peut le rapprocher de l'expérience de Myst, dans le sens où on est tout seul dans une île étrange à résoudre des énigmes. Mais du coup, est-ce que tu as joué à The Witness ?
Non, mais on en a parlé. Oh là là, bah voilà, je t'en dis pas plus. Il faut que ce soit ton prochain jeu. On m'en a parlé. Ouais, mais après, tu vois, ça prend tellement de temps. Parce que là, Blueprint, je me dis, mais quand est-ce que je vais vraiment le finir? Tu vois, Moi, j'ai lâché l'affaire. Hein. Je t'avoue que j'ai pas essayé de le terminer à 100%. Non, c'est pas possible. Mais... Est-ce que t'as triché? Dis que t'as triché. T'as jamais triché? Non, en fait, j'ai pas triché, puisque pour moi, tout le plaisir du jeu venait justement de la recherche, quoi, pour avoir cette fameuse pièce. Et après, quand j'ai réalisé que c'était que le début du jeu finalement, et qu'il allait falloir encore jouer pendant des heures et des heures et des heures, j'ai lâché l'affaire. Mais j'ai pas triché, non. Alors attends, moi j'ai triché sur 2-3 trucs parce qu'en fait ça m'énervait d'y réfléchir. C'était un peu les boîtes là, tu sais, t'as eu ces boîtes avec les énigmes là, oui, tout à fait. Voilà, bon, ça m'énerve. Donc si je n'ai pas de plaisir, il faut que je triche. Donc ça, j'avoue, j'ai triché. Je peux comprendre. Hein, oui, voilà. Mais tu vois, tu parlais du fait d'être seul, mais ça c'est un truc qui me dérange dans Blueprint, c'est qu'en fait t'es jamais vraiment seul, t'es quand même toujours un peu surveillé parce que tu sais qu'il y a des gens sur le terrain, enfin tu sais sur la propriété. Il y a les caméras. Il y a les caméras et on te dit toujours, j'ai remarqué que donc je t'ai laissé telle pièce ou telle. On est surveillé. Voilà. Et donc ça je suis toujours un peu genre, mais qui es-tu, Madame Babbage? Et tu sais à quoi m'a fait penser Blueprints la première fois? Ça m'a tout de suite fait penser au livre La Maison des Feuilles, avec cette maison qui est plus grande à l'intérieur finalement qu'à l'extérieur, qui est infinie dedans. Qui est un livre culte. Et voilà, qui est un livre que culte. Je n'ai pas lu, mais qui est fascinant simplement à observer comme objet. On n'a même pas besoin de le lire, à la limite, le simple fait d'ouvrir le bouquin et de voir à quoi il ressemble à l'intérieur, de voir la structure, c'est déjà un objet de fascination. Et Blueprints m'a fait penser un peu à ça. Mais moi, je pense que c'est ce qui m'a freiné avec la Maison aux Feuilles, c'est justement ce côté... moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop, en fait, quand il y a des polices différentes ou des... par exemple, j'aime pas trop les livres où il y a des lettres. Tu sais, des correspondances. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et où il y a tout un pan de texte qui est en italique, par exemple. Ouais. Je sais pas expliquer pourquoi, mais ça me crispe. Ah bah là, t'es servi, effectivement. Oui, avec voilà, la maison c'est ça. J'aurais préféré, je pense, une boîte avec plein d'éléments différents. Mais mis dans un seul et même livre, je sais pas, ça... Alors, Élise, est-ce qu'il y a un concept, une théorie que tu trouves particulièrement intéressante? Il y a ce concept de la question parfaite qui m'obsède aussi un petit peu. Bah, super, intéressant ça. Oui. D'accord. En fait, le concept de la question parfaite, c'est vrai que j'essaie... Parce que quand tu fais un entretien avec une personne, tu essayes toujours d'avoir la meilleure réponse possible. Mais pour avoir la meilleure réponse possible, il faut poser la meilleure question possible. Sinon, ça ne peut marcher que dans les deux sens, en fait. Très métal, hein, ce qui est en train de se passer, du coup. Exactement. Mais du coup, peut-être que tu pourras me donner certains conseils. Moi, je sais que j'ai comme ça des listes de questions, parce que je suis pas la première à me la poser, des listes de questions pour mieux apprendre certaines personnes, enfin, pour mieux apprendre des gens en règle générale. Si juste je devais t'en dire une en journalisme, par exemple, moi, il y a une question que j'adore, qui est comment pensez-vous que ça se passerait? On va parler d'un événement, pardon. Comment pensez-vous que ça se passerait? Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Et en fait, dans cette question, qui est donc une double question, mais tu peux avoir tous les espoirs d'une personne, tout ce qu'elle attendait, donc aussi tout ce qu'elle est. Et ensuite, après, on est plus dans les faits et comment elle l'a perçu. Est-ce que c'était positif, négatif, etc. Mais j'ai des listes de questions. Je crois même que je les ai dans mon appli Notes. Et parfois, je les relis. Ouais. T'en veux quelques-unes? Ah oui, je te laisse choisir celle que tu préfères. Celle que je préfère. Moi, j'aime bien cette question. Qu'est-ce que tu attends le plus de l'amitié? Ok. C'est des questions que tu poses à tes amis, justement, ça? Oui, alors je m'entraîne un peu sur mes proches. Ok. Non, en vrai, ce ne sont pas du tout des cobayes, mais je me dis, si jamais je veux en savoir plus sur une personne, c'est vrai que ça,
moi, ça va au cœur des choses, quoi. Tu vois, mais c'est une question que je pourrais poser en entretien, même dans le cadre judiciaire. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Chuck Klosterman, parce qu'on n'a pas développé, mais donc Chuck Klosterman, c'est un écrivain américain qui a créé un jeu de questions surprenantes qui ont été pensées pour provoquer des discussions justement un peu profondes. Mais cette question, qu'est-ce que tu attends de l'amitié ? Donc, si tu l'as déjà posée à des amis, quel type de réponse t'as eu ? Alors, je ne l'ai pas posée comme ça. Je ne l'ai pas posée comme ça. En fait, c'est une liste de questions, mais ça donne plus une direction, tu vois. En vrai, parfois, tu n'as pas toujours besoin de poser la question. Parfois, il te suffit d'observer et de voir les réactions des gens pour comprendre en fait ce qui est important pour eux en amitié. Donc, c'est pour ça que je la poserai, je pense, à quelqu'un que je connais peu ou que j'ai pas le temps d'observer ou de... Ouais, parce que j'ai une tendance un peu à scruter les gens. Non, mais pas... Enfin, voilà, si jamais on partait en vacances ensemble, par exemple, je pense que je passerais beaucoup de temps à regarder comment tu vis, mais sans jugement. Je tiens à le préciser, c'est juste parce que il y a quelque chose de rassurant aussi pour moi, où j'aime bien analyser, et c'est pas non plus pour mettre dans des cases, pas du tout. Je comprends, je le fais aussi. Hein, donc oui, vraiment, voilà, je vais pas te jeter la pierre. Hein. C'est l'amour du détail. Mais et t'en as une autre de préférée dans ta liste ? Attends, je regarde. J'en ai 2. Qui sont vraiment pas mal. Vas-y. Si tu avais une boule de cristal qui pouvait te dire la vérité sur toi, sur ta vie, sur ton futur ou n'importe quoi d'autre, est-ce que tu voudrais le savoir ? C'est génial parce que j'ai envie de faire mes courses un petit peu dans tes questions, si tu veux, parce que c'est un peu le type de questions que je pose, donc elle est bien celle-là. Donc, en regardant dans cette boule de cristal, je saurais quelque chose sur moi, une vérité sur moi, mais qui serait potentiellement une vérité dérangeante peut-être. Peut-être. Ou l'inverse. Je sais pas en fait. C'est ça, c'est-à-dire que notre premier réflexe, c'est de se dire ça va être dérangeant, je sais pas si je veux vraiment savoir. Je sais pas quel type de vérité, mais ça va être une vérité. Ouais. Est-ce que je regarde ou pas ? Ouais. C'est délicat, hein. Je sais pas si je regarderais. Parce que en fait, je me dis, admettons que la boule m'inflige cette vérité. Elle a une personnalité, ça. Voilà. Elle m'inflige cette vérité et peut-être qu'elle se trompe finalement. Mais je vais être influencé, conditionné par cette vérité. Comme l'IA. Peut-être que si je crois ce qu'elle me dit, je vais me soumettre à cette injonction finalement. Et donc, je suis pas certain de vouloir la lire. Alors, tu vois, c'est marrant parce que la deuxième question que j'aime bien, c'est si tu savais que dans 1 an, tu allais mourir de façon soudaine, est-ce que tu changerais quoi que ce soit à la vie que tu mènes aujourd'hui ? Elle est bien celle-là. Hein. Et si oui, pourquoi ? Elle est bien. Tu permets que je t'en prenne quelques-unes quand même ? Mais carrément, je peux même te faire une liste. Ah là là, elle est bien celle-là. Hein. Honnêtement, franchement, j'ai cette chance absolue de pouvoir répondre non à cette question. Je changerais rien, a priori. Moi non plus, je changerais rien, mais je ferais des trucs quand même. Ah oui, c'est sûr. Quoique, parce que tu sais, justement, dans ce type de questions, il y a souvent ce réflexe qui consiste à dire je lâche tout et je pars au bout du monde et je fais un trek, je fais un safari, que sais-je. Mais je sais pas si j'aurais le moral pour le faire en fait, parce que j'aurais ça. Anecdote personnelle par rapport à ça. Donc c'est une personne de l'entourage de mes parents qui un jour fait un examen et on lui apprend que elle a un cancer très grave et qu'il lui reste 2 ans à vivre. C'est réel l'histoire là. Hein. Ça ressemble un peu à un scénario, mais c'est la vérité. Et donc cette personne décide de tout lâcher dans sa vie et il part effectivement, tu vois, dans les Caraïbes ou je sais plus quoi. Il va vivre des rêves, quoi. Mais bon, le moral n'est pas là parce qu'il n'arrête pas de penser à cette échéance. Et il se trouve que quand il est rentré en France, il y avait un courrier qui l'attendait dans lequel il était écrit que c'était une erreur de diagnostic et que c'était pas la bonne personne. C'est ce que j'allais te dire. J'attendais le moment de... On vous a confondu avec un homonyme. Il a passé 1 an, je crois, à penser qu'il allait mourir dans les années qui allaient suivre et en fait, c'était pas lui, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'il a appris ? Tu vois,
Il doit y avoir une morale. Alors, j'en sais pas plus, parce que comme je te dis, c'était quelqu'un de l'entourage de mes parents. Je vais pas parler directement. Je sais juste qu'il s'est passé ça. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu savoir comment il a vécu le truc. Parce que, du coup, toutes les années qui te restent, c'est du bonus. Tu te dis, waouh, tu dois voir différemment chaque nouvelle journée. Tu te dis, j'étais pas censé la vivre. Hein. Tu vois, ton petit déjeuner, il doit avoir un autre goût quand tu découvres qu'on s'est trompé là-dessus, quoi. Non, c'est sûr. Mais en plus, ça me fait penser à ma belle-sœur. Alors, ça m'y fait penser, mais attention, toute proportion gardée, parce que elle avait jamais eu la varicelle. Ce qui a conditionné quand même sa vie parce que elle avait très peur de s'approcher d'enfants qui... en plus, elle travaillait dans des écoles à un moment donné et tout. En plus, ouais. Voilà, donc dès que quelqu'un avait la varicelle, elle se tenait éloignée, etc. Et puis un jour, mais vers 40 ans, hein, elle commence à avoir des boutons sur le bras et la dermato dit, écoutez, on va faire différents tests et puis on va vérifier si c'est pas la varicelle. Et en fait, elle l'avait déjà eu. Et sa médecin dit, vous l'avez même probablement eu il y a longtemps, parce que tu sais, tu peux le voir en fait dans les résultats d'analyse sanguine. Et je me dis, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a eu peur, je sais pas si c'est l'inverse, mais pendant toute une vie, quand même, elle a eu peur de quelque chose qui ne pouvait pas lui arriver. Waouh. Ah ouais. Mais ça n'a pas... Je veux dire... C'est du détail quotidien, tu vois, ça n'a pas non plus, elle n'a pas tout quitté de crainte d'avoir la varicelle. Mais je trouve ça... Quel soulagement ça a dû être. Ben ouais, franchement, je pense que... Ah, ça a dû lui changer la vie. En fait, et sa mère lui a dit, tu sais, à un moment donné, on avait un peu douté, parce qu'effectivement, tu avais eu 2 petits boutons, ça se manifeste pas toujours de la même façon. Mais bon... En tout cas, elle avait grandi avec cette idée-là. Elle avait grandi avec une idée fausse. Et c'est ça ce que moi je trouverais perturbant, c'est que 2 ans d'une vie, c'est déjà énorme. Grandir avec une certaine idée, je trouve que c'est encore autre chose, quoi, tu vois. Bon, à moi de te poser une de mes questions existentielles. Ah, super. En appuyant sur un bouton, tu peux avoir la réponse à un grand mystère. Qu'est-ce que tu demandes ? Je pense que beaucoup de gens seraient contents que je demande pour Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, on a déjà eu le cas. Voilà. Donc, je pourrais le faire, tu vois, dans un but d'intérêt général. Ça peut je aussi... sais. Ouais, vas-y. En fait, il y a un fait divers qui s'est déroulé, que tu connais peut-être, qui s'est déroulé en Antarctique, il me semble. Si, en Antarctique. C'est le Sud ? Oui, l'Antarctique, c'est le Sud. C'est le Sud. En fait, il y a une expédition de scientifiques qui est là-bas pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, il y a un scientifique russe qui poignarde un autre. Et du coup, branle-bas de combat, il est isolé parce qu'il y a une petite chapelle orthodoxe, qui est très belle d'ailleurs, que tu peux trouver sur Internet si jamais tu cherches. Tu sais, avec toutes ces dorures, etc. Ouais. Il est isolé là-bas pendant un temps parce qu'en fait, on va l'exfiltrer puis on va le renvoyer en Russie où il va être jugé. Et en fait, il y a à chaque fois que je cherche des articles sur cette affaire, il y a plein de raisons différentes. Alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'il lui spoilait la fin des bouquins qu'il était en train de lire. Il y en a d'autres qui disent que c'est parce qu'en fait, ils se sont disputés à cause de parties d'échecs. Le gars n'a jamais été interviewé. Personne n'a jamais été interviewé dans cette histoire. Et j'aimerais bien savoir quel était l'objet de la dispute. Ils étaient seuls dans cette base ? Non, non, parce qu'ils étaient plusieurs, puisqu'à un moment donné, donc, il est exfiltré. Enfin, on le met dans la... Ah oui, d'accord, oui, pardon. Dans en l'église. Isolement, quoi. Voilà. D'accord, oui. Donc, il faudrait qu'on retrouve le nom de la mission, mais je pourrais te la retrouver si tu veux. Ouais. Mais ouais, qu'est-ce qui a poussé ce type à en tuer un autre dans une situation de confinement comme ça ? Alors après, peut-être que justement, c'est un accélérateur, ça, le fait d'être confiné. Ah, c'est sûr. Non, c'est sûr, ça rend fou. En Antarctique, oui. Les conditions météorologiques, tu sais, ça me fait penser à l'expérience Mars 500, donc qui a eu lieu il y a quelques années de ça. En fait, j'avais reçu à la veillée, qui est donc le spectacle où je fais venir sur scène des gens qui racontent une histoire personnelle, j'avais fait venir Romain Charles, donc qui travaille dans le milieu de l'espace, et qui avait participé à cette expérience qui consistait à simuler un voyage vers Mars. Donc il fallait rester pendant 500 jours, donc l'équivalent d'un aller-retour Mars-Terre, dans une espèce de module comme ça. Et je crois qu'il y avait 6 ou 7 personnes
enfermés à l'intérieur, et le but de l'expérience, c'était de voir s'ils arrivaient à tenir sans s'entretuer, en fait. Et donc, évidemment qu'avant, il y a eu une sorte de casting, on va dire. On a pris des gens qui étaient équilibrés, qui étaient calmes, qui étaient zen. Et Romain, en question, qui était venu sur scène, c'est un type qui est particulièrement calme et gentil, justement. Donc, c'était le bon candidat. Et donc, il m'avait expliqué que tout s'est bien passé, malgré le confinement extrême qu'ils ont vécu pendant 500 jours. Mais une fois, il y a eu un petit dérapage, et je crois bien que c'était avec un Russe, parce que c'était des candidats de plusieurs nationalités. Ouais, voilà, donc tu partages pas la culture, du coup, tu vois. Exactement. Ouais. Comme dans un vol habité vers Mars, on imagine que si jamais un jour ça se fait, il y aura des gens du monde entier. Et donc, il y avait eu un petit accrochage avec le candidat russe, parce que je crois que Romain voulait lui parler simplement pendant le repas, et l'autre était très taiseux pendant les repas et ne supportait pas qu'on lui parle. Et un jour, il y a eu une prise de bec violente comme ça. Et Romain a compris que dans la culture de ce gars-là, pendant les repas, on se taisait en fait. On parlait pas. Et donc lui-même prenait sur lui pendant de multiples repas. Voilà. Jusqu'au jour où il a craqué, Ouais. quoi. Et en fait, oui, dans un contexte de confinement, même ce genre de détails, ça peut mettre le feu aux poudres. De toute façon, donc c'est que peut-être du ce détail. genre de truc qui s'est passé en Antarctique. Exactement. Ouais. Et plus triviale sera la réponse, Exactement. plus incroyable. Mais oui, bien sûr. Tu vois, c'est pour ça que on en parlait tout à l'heure du fait d'un moment de basculer. Je pense qu'on peut basculer si jamais on appuie sur un mauvais bouton, en fait. Absolument. Ouais. Un truc que tu crois avec certitude sans avoir de preuves. Le suicide de Jeffrey Epstein. Ouais. Ou Epstein, enfin, chaque fois, on sait plus. Mais j'arrive pas à croire que autant d'éléments, la caméra qui fonctionne plus, etc., j'arrive pas à croire qu'il y a eu autant d'éléments qui ont convergé dans le même sens. Mais je pourrais jamais le... Enfin, je crois même qu'il y a un gardien qui était parti à ce moment précis. Enfin, il y a un gardien qui part. Quoi, on a retrouvé sur 4chan, le forum, quelqu'un qui travaille là-bas et qui dit je vois en fait une camionnette arriver, des pompiers arriver et quelqu'un partir. Enfin, je sais plus exactement les détails, tu vois. Mais enfin bon, bref, il y a beaucoup de choses qui sont très intrigantes. Et là, pour le coup, on a une théorie du complot avérée, puisqu'on a quand même une espèce de vaste complot d'une élite politico-culturelle qui a entretenu un réseau comme ça d'exploitation d'adolescentes pendant des années. Donc on a techniquement un complot. Donc le fait de douter du suicide d'Epstein, ça me paraît quand même assez cohérent que on parle d'un complot déjà à la base. Mais tout complot, quand tu discutes avec des complotistes, tout complot part d'un élément réel. Ou de quelque chose qui s'est déjà passé, ou tu vois, c'est pas complètement infondé. C'est après dans la réflexion que ça vrille. Mais effectivement, enfin, et ça fait toujours bizarre de se dire, ils avaient peut-être raison depuis le début. Mais non, mais ouais, voilà, c'est un peu, ou alors peut-être que c'est le mystère auquel j'aimerais bien avoir une réponse, tu vois, mais. Oui, parce que c'est quand même une sacrée coïncidence, on va pas se mentir. Ouais. Donc, bon, surtout qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce qu'il ne parle pas, ce gars-là. Évidemment. Mais je crois que son frère a identifié son corps. Ok. Il me semble. Encore une fois, à vérifier. Mais il ne faudrait pas qu'on propage à notre tour des fausses informations. Après, cela dit, le fait qu'il ait été identifié, ça n'invalide pas... Ah oui, mais parce qu'en ce moment, il y a toute une mouvance qui dit, en fait, il a été exfiltré. Il est toujours en vie. Ah, qu'il est toujours vivant. Ah, mais oui, absolument. Oui. On ne sait pas. Oui, il y a eu ce truc... comme quoi son compte Steam, je crois, était actif. Oui, et en fait, c'est juste le compte a été piraté par quelqu'un d'autre. Mais oui, forcément, ça a alimenté tous les fantasmes complotistes. Enfin, c'est du carburant à complot de toute façon, cette histoire. On est obligé d'imaginer mille et un rebondissements. Donc, Élise, on a tous les deux grandi dans les années 80 et 90. Voilà, c'est pour ça qu'on est tous les deux fans de X-Files, notamment. Et donc, ma question, c'est si tu pouvais revivre un jour, comme dans Un jour sans fin, ce serait quoi ? Est-ce qu'il y a un jour que tu aimerais revivre comme ça ? Peut-être pas pour toujours. Hein.
pendant une semaine, t'as le droit de revivre le même jour en boucle. Et puis après, tu reviens dans ta timeline normale. J'ai le choix entre ça ou être poursuivi par une horde de canards pendant... c'est ça. Non, alors, ok, si c'est éphémère, voilà, si ça dure pas trop longtemps, j'espère que ça va pas être trop cucul-à-praline, mais j'aimerais bien revivre la naissance de ma fille. Ah bah oui, bien sûr. En sachant, parce que sur le moment, c'était pas ultra fun, tu vois. C'est pas ce que je décrirais comme un moment... c'est un moment incroyable, évidemment, mais bon, voilà, ça fait quand même très mal. Ouais. Mais non, mais j'aimerais la revoir, surtout. J'aimerais la revoir en sachant tout ce qui se passe après. Tu vois, en me disant, mais en fait, c'est cette personne. Et parce qu'au début, c'est vraiment un bébé, c'est une page blanche, tu vois. Tu sais pas quel caractère elle va avoir, tu vois, ce qu'elle va aimer, ce qu'elle va pas aimer, sa voix, tu sais pas tout ça. Et je sais que j'étais très intriguée, enfin très impatiente de découvrir sa voix quand elle allait faire des phrases. Et en fait, on m'avait dit, oui, mais tu sais, ça va arriver vraiment petit à petit. C'est-à-dire que tu vas y avoir vraiment des mots par-ci, par-là, mais elle va pas arriver un matin en se levant en disant j'espère qu'il y a des céréales dans le tiroir. Et donc, en fait, tu es habitué, tu vois, il y a une progression dans ce que tu apprends de ton enfant. Donc, ouais, non, j'aimerais juste la revoir bébé en me disant ah, c'est toi. Voilà. Je comprends. Est-ce que tu vois ce genre de moment où tu as une nostalgie immédiate, c'est-à-dire que tu sais déjà que dans quelques années... Tout le temps. Parce que moi, par rapport à ce que tu dis, j'enregistre, entre guillemets, des podcasts avec mon fils, qui a 5 ans et demi, et je sais déjà, en le faisant, je sais déjà à quel point je vais chialer dans quelques années en réécoutant ces trucs-là. Quoi. Ouais. Donc, bien sûr, et le sachant, je fais exactement comme ça. C'est vrai que j'ai aussi des enregistrements audio ou vidéo qui sont, d'ailleurs, c'est ce que je conseille aux gens de faire. C'est beaucoup plus parlant et c'est une capsule temporelle beaucoup plus, je veux dire, marquante que d'avoir des simples photos. On a un peu ce réflexe de la photo, mais de voir la personne en mouvement, c'est... Enfin voilà, c'est juste autre chose. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu sais, parfois, on a le réflexe de ne filmer que des moments dont on se dit que ce sera des moments signifiants. Exactement, pareil, moi c'est que du quotidien. Voilà. Je n'ai que des petites vidéos. En fait, même si ça peut sembler anodin et sans aucun intérêt sur le moment, dans quelques années, ça vaudra tout l'or du monde. Ce sera même la chose la plus précieuse qu'on aura. Et je suis un peu jalouse, tu sais, de ces gens qui ont pensé à faire. Sur YouTube, t'en as plein. Des gens qui ont filmé leur enfant en disant, année après année, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Ouais. Et moi, je ne l'ai pas fait, mais en même temps, on ne peut pas tout faire, tu vois. Mais c'est vrai que je me dis, ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Ouais. J'aurais dû faire ça. Mais oui, après, moi, je peux te citer des scènes qui sont comme des tableaux où déjà enfant, je me disais, ce moment-là, il faut que tu le photographies. Et donc, et ça va être pareil, je me souviens d'un jour où j'étais juste partie de faire de la luge, là où on habitait dans le Nord, avec ma mère. Et je me souviens voilà, de ces arbres et de la neige, et juste d'avoir trouvé ça joli, et de me dire, c'est vraiment beau, essaye vraiment de t'en souvenir. Et donc, je m'en souviens toujours aujourd'hui. Ah, alors ça, écoute... Non, ça, il faut en parler parce que c'est... Alors oui, il y a pas très longtemps de ça, je me suis retrouvé dans une spirale de reels Instagram de gens qui partageaient, tu sais, des trucs qui peuvent sembler très spécifiques, des expériences de niche, de micro-niche, mais qui sont en fait universelles. Ouais. Et parmi ces expériences-là, il y avait quelqu'un qui disait j'ai 8 ans et pour aucune raison, je décide que je vais me rappeler de ce moment pour toujours. Ah donc c'est un truc, c'est très courant. Et moi j'ai vécu exactement ça et je me souviens exactement de quand c'était. Je devais avoir 9-10 ans et je me souviens que je regardais West Side Story, le film, et il y a une séquence précise, à un moment, random de West Side Story, où on voit Maria et je sais plus comment s'appelle le mec devant un vitrail et je me suis dit, ce moment-là, je vais le graver dans ma tête. Et ben aujourd'hui, peut-être 40 ans plus tard, j'ai exactement l'image. Alors je pense qu'il y a aussi un peu une notion de défi. Genre aussi, de tester sa propre mémoire. Oh, c'est possible, oui. Et donc du coup, c'est un peu un défi qu'on s'est lancé enfant à notre moi adulte et qu'adulte, on peut se retourner vers l'enfant qu'on était en disant « T'as vu ? Je m'en souviens. Tu vois, j'ai pas Alzheimer. » Ouais. Mais toute la question de la mémoire est hyper
hyper intéressantes. Ouais. Enfin, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir? Quand j'y pense, il y en a deux qui se concurrencent un petit peu. Et tu penses que t'avais quel âge? Tu te souviens de l'âge Je pense que que t'avais? mon tout premier souvenir, j'ai le sentiment de quelque chose qui émerge vraiment du néant, quoi, tu vois. J'ai l'impression d'une espèce de néant dont émergent quelques particules de lumière, et puis tout à coup, je me vois, enfant, vomir de la soupe de poisson sur ma tante. Voilà. Qui le méritait bien. Voilà, Voilà, je pour- pense que c'est vraiment mon premier souvenir. C'est-à-dire que vraiment, ce truc de néant, c'est comme si j'étais passé de la non-mémoire, de la non-conscience à la conscience, et ça m'est resté, quoi. Donc, je pense que c'est mon tout premier souvenir de la vie, et je devais avoir peut-être 3 ou 4 ans. Et, Oui, à partir c'est ça. et à partir de ce moment-là, ça y est, ça s'est enclenché, quoi. La conscience, C'est, c'était là. Non, mais tu vois, par exemple, pareil, on a découvert des gens qui étaient hypermnésiques, mais à un degré Ah oui, qui oui. doit être handicapant. Ouais. Vraiment, honnêtement. Il se rappelle de chaque instant. Il oui, se c'est rappelle terrible. de chaque instant. Et en même temps, ça aussi, tu te dis, tu dois, encore une fois, on revient toujours sur le temps, passé, présent, futur, tu dois avoir une sensation de boucle, de choses qui se répètent, Ouais. et de pouvoir, du coup, anticiper beaucoup de situations, je pense, parce que ton expérience est beaucoup plus dense. Mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant que on ait trouvé, il y a pas si longtemps, qu'en réalité, on ne perd pas ses souvenirs. C'est juste c'est comme s'ils étaient dans une petite boîte noire et que de temps en temps, ils surgissaient, tu vois, ou pas. Mais c'est que le cerveau lui-même a fait le tri en disant non, pas besoin, Ouais. ça, on va aller au On plus devrait vite. chérir cette capacité à faire le tri et à oublier des trucs. Parce qu'effectivement, on serait submergé autrement. On serait submergé, Et ouais. je sais pas si tu vois cette nouvelle de Borges qui s'appelle Funès ou la mémoire, Non. qui parle d'un personnage hypermnésique comme ça. Et donc, ce personnage se retrouve alité, il peut plus sortir de son lit, mais il a emmagasiné tellement de souvenirs qu'il se les repasse, et il se rappelle par exemple exactement de la forme d'une feuille qu'il a vue sur un arbre quand il avait 4 ans, tel jour. Et donc, il a tellement de souvenirs qu'il a plus besoin de vivre, en fait. Il se repasse ses souvenirs et ses micro-souvenirs. Et Quelle bon, angoisse. c'est une angoisse, parce qu'effectivement, t'es submergé de détails. Et notre cerveau, c'est surtout une machine à faire du tri, justement. Ouais, c'est vrai, mais mince, je pensais à quelque chose quand t'en parlais. Ah si, ça me revient. C'est qu'en fait, on n'imagine pas, mais certaines personnes en ont honte d'avoir une excellente mémoire Ah bon? ou d'être hypermnésique. Je te dis ça parce qu'un jour comme ça, alors moi déjà, j'ai ma capacité, mon super pouvoir, je le livre, voilà. Je retiens très bien les dates de naissance. Alors, en vieillissant un peu moins, parce que là, c'est pareil, je pense que j'ai une surcharge, mais je peux très bien me souvenir des dates de naissance de quelqu'un que j'ai rencontré une fois, ou même de ses enfants. Et en fait, après, je vais pas le dire. Parce que tu vois, ça fait vraiment creepy. Tu vas te dire, ah oui, aujourd'hui est ton anniversaire. Et un jour, comme ça, je rencontre une fille qui me rappelle un truc que j'ai écrit sur mon blog, mais il y a, du coup, 20 ans. Moi, ça me touche, quoi. Je me dis, tu te souviens de ça et tout. Elle me dit, oui. Elle me dit, oh, tu sais, je me souviens de pas mal de choses. Et j'ai dit, tu es hypermnésique. Et elle me dit, c'est un terme, c'est un nom. Je dis, bah oui. Et elle me dit, mais moi, en fait, j'ose pas trop dire aux gens ce dont je me souviens parce qu'ils trouvent ça bizarre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre. C'est comme si tu avais décidé de te souvenir de ça. Et donc, du coup, les gens sont un peu méfiants. Et donc, j'ai dit non, c'est une vraie faculté que tu as, donc c'est plutôt cool. Ouais. Mais Après, je pense que l'hypermnésie, au sens propre du terme, c'est vraiment une incapacité, justement, à oublier les choses, quoi. Les gens sont vraiment encombrés de détails et de souvenirs. Après, je pense que c'est peut-être à nuancer avec une très bonne mémoire. Oui, parce qu'en fait, oui, toi, tu le prends dans le sens clinique. Ouais, exactement. Ouais, je comprends. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des gens, moi j'avais une amie, je me souviens au collège-lycée, qui pouvait se souvenir, te dire comment les gens étaient habillés. Là, c'est chaud, là. Tu vois, lors d'une conversation qui avait lieu 5 ans auparavant. Parce que, perso, je pense avoir une bonne mémoire, et par exemple, je me souviens de tous les prénoms et noms de tous les camarades de classe que j'ai pu avoir à l'école primaire, au collège, au lycée. Ouais, je me souviens de toutes leurs têtes, etc. Et tu vois, il n'y a pas si longtemps, je suis tombé au supermarché sur un type que j'avais plus vu depuis le collège, je pense. Et donc, je l'ai reconnu tout de suite.
parce que je suis assez physionomiste, et donc je l'ai vu à 5 mètres, et je dis, purée, c'est ce mec, je vais pas le nommer. Et lui, tu vois, au moment où il croise mon regard, tu vois, je vois qu'il plisse les yeux, il me dit, ah, mais... Lui aussi, il t'a remis ? Il m'a remis, mais c'était moins précis. Il me dit, ah, mais attends, t'étais pas... Et moi, je me suis retenu de lui dire, bah oui, tu t'appelles un tel jour en classe, tu te rappelles quand t'avais fait ça ? Parce que oui, je voulais pas non plus qu'il croie que j'étais obsédé par lui, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que c'est l'impression que ça aurait pu donner. Ouais. Et puis après, tu peux pas dire, non, mais en fait, j'ai juste excellente mémoire. Mais je t'envie beaucoup là-dessus parce que la copine dont je te parle, effectivement, du coup, c'est devenu ma mémoire de ces années-là. C'est-à-dire que quand j'essaye de me rappeler du nom d'un prof, etc., elle me dit, bah, c'est monsieur machin, bien sûr. Et tu te souviens de celle qui était à côté de moi en 4e ? Ah bah oui, bah, c'est Laetitia Bidule. Et donc, et encore une fois, moi, alors voilà, je retiens bien les dates de naissance, je retiens très bien les prénoms aussi, mais pas du tout les noms de famille. Ce qui peut être gênant, notamment dans mon métier. Ah bah oui. Parce que, au lieu de dire, vous savez, ce magistrat qui s'appelle Michel. Mais Michel comment ? Juste Michel. Et tu vois, alors que les gens retiennent peut-être plus facilement les noms de famille, je sais pas. Mais ouais, mais tu vois, voilà, c'est... Et j'aime bien aussi, je m'intéresse aussi beaucoup au corollaire de l'hypermnésie, qui est donc du coup l'amnésie. Et récemment, je me suis intéressée aux fugues dissociatives. Tu vois ce que c'est ? Ok, fugues dissociatives. Ce qu'on appelle les fugues dissociatives. On pense que Agatha Christie, c'est peut-être ce qui lui est arrivé quand elle a disparu là, pendant quelques semaines. Ok. Tu connais ça ? Non, pas du tout. En fait, il y a eu un moment où Agatha Christie, on la voyait plus. Et en fait, on l'a retrouvée dans un hôtel, peinarde, et voilà. Et en fait, à l'époque, on avait dit, mais c'est probablement, elle a essayé de jouer un tour à son mari parce qu'ils s'étaient disputés, etc. Mais aujourd'hui, on commence à se dire, est-ce que ça n'aurait pas été plutôt ça ? Donc, une fugue dissociative, c'est comme une surchauffe et ton cerveau reboot. Tu as tout oublié et c'est comme si voilà, tu redevenais une page blanche. Et il y a une journaliste à qui c'est arrivé en 1985 qui s'appelle Judy Roberts. Et elle a été retrouvée 12 ans plus tard en Alaska avec des enfants, un mari, un autre nom. Et elle dit effectivement, un jour, je me suis réveillée sur un parking, j'avais juste un carnet, des crayons, et c'était l'époque où il n'y avait pas Internet, enfin, tu vois, rien n'était numérisé, enfin, il n'y avait pas d'archives ni rien. Et donc, elle a dû recommencer sa vie. Waouh, de zéro. De zéro, ouais. C'est comme l'affaire de Becca. Qui est Becca ? C'était ses initiales parce qu'il avait été retrouvé dans le parking d'un Burger King. Ah, ça me dit Benjamin quelque chose. Kyle, voilà, Benjamin Kyle. Ça te parle cette histoire ? C'était un des plus grands mystères d'Internet il y a une quinzaine d'années. Ouais. Donc ce type qui a été retrouvé alors qu'il avait déjà une bonne quarantaine d'années dans le parking derrière un Burger King aux États-Unis. Ouais. Et il savait plus ni comment il s'appelait, ni d'où il venait, ni pourquoi il était là, ni ce qu'il faisait dans la vie. Et il y a eu un appel national pour essayer de comprendre qui était ce gars, si des gens le reconnaissaient, personne ne l'a reconnu. Et il a fallu des années et des années, et puis il a fallu aussi une hyper-médiatisation sur Internet pour finalement retrouver l'identité de ce type. Mais c'était un des plus grands mystères d'Internet pendant au moins 10 ans. Benjamin Kyle, si ça vous intéresse. Voilà. Et du coup, il a retrouvé sa famille, Je crois qu'il a retrouvé des gens de sa famille, des gens qui étaient liés à lui, qui le connaissaient de loin, mais je crois pas qu'il ait retrouvé la mémoire, par contre. C'est-à-dire qu'il est un peu obligé d'avoir confiance, quoi, dans les gens qui lui disent « on te connaît ». Oui, et ben c'est exactement ce qui est arrivé aussi à la journaliste, où en fait... D'ailleurs, il paraît qu'elle veut plus trop en parler, elle veut plus être interviewée, mais elle avait quand même retrouvé sa mère. Et même si elle avait plus de souvenirs, elle s'occupait d'elle, du coup. Ce qui doit être très étrange, tu vois. Et on l'explique chez elle, enfin en tout cas les médecins ont tenté de l'expliquer en disant qu'elle avait énormément de stress, elle avait perdu son chat, enfin voilà. Et donc un choc émotionnel plutôt fort. Merci Élise d'avoir été mon invitée. Merci à toi. C'était passionnant. Merci. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. On se retrouve mardi prochain.